Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, en direct à la télé et sur les réseaux sociaux comme tous les soirs. Votre rendez-vous d'actualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir ou à questionner nos invités en direct, toujours grâce au hashtag Accès Direct. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Ce soir, l'émission est encore une fois chargée puisqu'il sera bien sûr question de la tempête Eleanor avec le maire de Tignes que nous aurons au téléphone d'ici quelques minutes pour nous expliquer la situation sur place, un responsable adjoint de Météo France pour les Alpes du Nord. Nous parlerons Everest avec Jean-Michel Jorda, le réalisateur de Everest Green, sorti il n'y a pas longtemps. Nous accueillerons également Cécile Bouget de Francesco, du Club de la Presse et bien sûr Fanette de Buisson dans le cadre de sa série de la semaine qu'elle viendra nous présenter d'ici quelques minutes. Mais tout d'abord, on commence avec les titres du JT et Pauline. Bonsoir Pauline. Bonsoir Manu. Ce soir, bien sûr, forcément, et actualité oblige, on parle de la tempête et du risque maximum. Oui, exactement. On parlera des intempéries. On aura par Skype le directeur de l'ANENA et également le directeur de l'Office du tourisme des Arcs pour faire un petit peu le point sur la situation également. Et Sébastien Germain, lui, s'est rendu du côté du Val d'Arly, la belle montagne, pour voir un petit peu comment ça se passait. Alors, plusieurs routes étaient coupées, mais il a quand même réussi à accéder à la station et quelques skieurs, les fondus, on va dire, ont bravé la tempête pour skier quand même aujourd'hui. Donc, on fera le point, un gros point complet tout à l'heure dans le JT. Et troisième et dernier volet de la série de Fanette. Oui, tu en parleras tout à l'heure sur les initiatives solidaires. Le dernier épisode est consacré à la maraude de l'Ordre de Malte du côté d'Annecy. Elle a suivi une équipe hier soir, donc reportage complet tout à l'heure dans le JT. On enchaîne avec la revue de presse et tu as trouvé pour nous des nouveaux investissements Chamoniard. Oui, exactement. Alors, c'est pas cette photo, mais c'est pas grave. C'est le débat d'orientation budgétaire à Chamonix qui va être voté. C'est le début, c'est le mois de janvier, donc tout le monde vote son débat d'orientation. Alors, après 3 ans difficiles à se serrer la ceinture, eh bien, l'année, c'est une année d'investissement. Alors, malgré tout, il y a quand même toujours les baisses de dotation de l'État et l'augmentation du fonds de péréquation, le fameux dont on parle souvent. En 2017, il n'y a pas eu de nouvel emprunt de la part d'Éric Fournier et de sa municipalité. C'est déjà pas mal. Voilà. Et du coup, pour 2018, ils annoncent la création de 10 postes, notamment des agents de petite enfance et de solidarité. Le taux d'imposition sera stable, ça c'est une bonne nouvelle pour les contribuables. Éric Fournier qui a tout de même tenu à donner plusieurs chiffres, dont celui-ci en 2011, l'État donnait 10 millions d'euros à Chamonix. Aujourd'hui, c'est 700 000 euros. Donc on voit qu'effectivement la coupe budgétaire est énorme. Alors pour autant, donc, il est satisfait de ce budget, mais il demande tout de même plus de considération de la part de l'État, notamment en ce qui concerne le logement. On le sait, Chamonix a beaucoup de difficultés et les prix sont très chers. Donc il demande plus de considération de l'État pour avoir des aides et construire des logements, notamment pour les saisonniers. Donc on aura l'occasion sans doute d'en reparler parce que c'est assez complexe ces budgets. Oui, à qui le dis-tu? Puis on part du côté de Montrion pour des dégâts collatéraux. Oui, il a neigé, on en a parlé. C'est la première course de ski alpiniste de la saison, normalement dans la vallée. C'est la 15e, mais c'était la 15e édition. Elle devait avoir lieu demain vendredi. Elle a été annulée parce que trop de neige et trop de précipitations et aussi faute de participants. Seulement 13 personnes étaient inscrites à 2 jours de la course. Alors sachant que l'an dernier, la course avait déjà dû être annulée, mais cette fois-ci c'était faute de neige, comme quoi les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc on espère que 2019 ce sera la bonne et qu'ils pourront faire cette course. On peut espérer que ça. On continue à parler de la tempête, mais chez nos voisins suisses, parce qu'ils n'ont pas échappé. Et ils ont commencé à dresser des premiers bilans. Plus de 10 millions de francs suisses, c'est à peu près le coût estimé selon les premières estimations, justement des dégâts causés par la tempête Eleanor en Suisse. Alors la Confédération est bien sûr durement touchée elle aussi. Hier, c'est un wagon qui a déraillé dans l'Oberland bernois, faisant plusieurs blessés à cause des rafales de vent. On compte des touristes qui sont restés coincés dans des hôtels d'altitude à près de 2000 mètres d'altitude, d'autres qui étaient restés coincés dans les télécabines et bien sûr des arbres tombés sur les routes, sur les rails et sur les lignes électriques qui est causant à peu près, on va dire une 50 000 foyers qui sont restés sans électricité jusqu'à peu près ce matin. Alors aujourd'hui, de nombreuses lignes ferroviaires sont encore à l'arrêt. Quant au trafic routier, il semble être plus ou moins, en tout cas sur les grands axes, stabilisé dans la plupart des cantons touchés. Bon, et la tempête qui devrait passer, il y en a une autre, on va dire, qui arrive a priori. C'est pas la seule à craindre, Eleanor, puisqu'il y a la grippe qui vient de toucher tous les foyers de notre beau département et de la France entière. Alors c'est une véritable épidémie. La grippe est de retour en force. Elle fait 7 semaines seulement, juste 343 000 nouveaux cas sur le territoire français. C'est le réseau de surveillance Sentinelle qui nous livre ces chiffres. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas la plus touchée, puisque c'est PACA en numéro 1, mais on recense quand même 683
3 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui, soit une augmentation de près de 80% en une seule semaine. Donc ça fait pas mal, c'est bien donc une épidémie, donc à tous ceux et à celles qui sont touchés, il ne faut pas s'en faire, c'est vite guéri, c'est vite passé, normalement. On fait attention quand même à la rédac, ce serait dommage qu'il y en ait un qui attrape la grippe. Donc on se lave bien les mains, on fait attention, on ne touche pas ce que chacun touche. Ok, eh ben, on a le temps de voir, en tout cas. On fait attention. Merci. Merci beaucoup, Pauline. À tout à l'heure. Je te laisse finir de te préparer. Et puis bien sûr, on revient sur cet épisode tempétueux. Eleanor qui a fait des siennes donc dans nos départements, plein de routes coupées, plein de stations fermées, de remontées mécaniques à l'arrêt. Est-ce que ça va se terminer? Est-ce qu'on voit le bout? J'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone tout à l'heure Gilles Bruno de Météo France Chamonix. Il est le responsable adjoint des Alpes du Nord pour Météo France. Je l'ai interviewé il y a quelques minutes. Je vous propose d'écouter tout de suite son interview et on se retrouve juste derrière. On le sait, la tempête Eleanor a sévi ces derniers jours, ces dernières heures. Est-ce que déjà, on va vers une amélioration de la situation à l'heure à laquelle on parle? Oui, bien sûr, tout à fait. Enfin, pas dans les toutes prochaines heures, mais pour demain, pour la journée de demain, vendredi, donc les précipitations vont s'arrêter totalement. Donc il y aura peut-être encore quelques gouttes en début de journée de vendredi, mais après ça va être fini et donc on va sur un temps sec pour les prochains jours et peu venté, sauf à proximité de la frontière italienne où samedi, dimanche, lundi, il va y avoir du feu en fait, et donc là il pourrait y avoir des vents assez forts de manière locale, quoi. On reste toujours sur un risque d'avalanche très très élevé dans les Alpes du Nord. Le risque il va quand même diminuer rapidement quand il y a des très grosses chutes de neige, donc notamment peut-être sur la Haute-Savoie, il y a vraiment eu des très très fortes chutes en altitude. Quand les précipitations s'arrêtent, le risque diminue rapidement. C'est-à-dire que en fait il y a beaucoup d'avalanches spontanées pendant les précipitations, et dès que ça s'arrête, en fait il y en a pratiquement plus. Il peut éventuellement y en avoir une un peu isolée, une ou deux, quoi, qui sont bien sûr, qui pourraient être grosses parce qu'il y aurait beaucoup de neige, mais pratiquement plus d'activité avalancheuse. Donc on peut espérer des prochains flocons dans les stations d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines? Alors les prochaines semaines, c'est un peu loin, mais on peut toujours espérer, bien sûr. Mais voilà, il y a des faibles précipitations qui vont passer, qui arriveraient dans 8 jours, mais bon, c'est encore un peu loin pour savoir s'il va vraiment se passer quelque chose, et puis en quelle quantité surtout. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, Gilles Bruno. Voilà, et tout de suite, justement pour se rendre compte mieux de la situation sur place, on monte en station et j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Jean-Christophe Vital, maire de Tignes. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors concrètement, où on en est dans la station de Tignes? Est-ce qu'il continue de neiger? Déjà, première question. Alors, à l'heure où on se parle, la neige a cessé. Les événements météo sont derrière nous, a priori, et la situation redevient progressivement normale. Alors, il y a eu un énorme cumul neige, des routes ont été fermées, des pistes forcément aussi. Il y a toujours des consignes de sécurité en vigueur pour les habitants et les usagers, les vacanciers ici à Tignes? Alors non, les consignes pour la plupart ont été, les consignes de confinement en particulier pour certains quartiers ont été levées. Nous avons eu une commission de sécurité à 16h30, donc on a décidé de lever le confinement pour certaines zones qui avaient été identifiées comme dangereuses. Et progressivement, les choses vont redevenir normales. Les accès routiers, pour ce qui concerne la RD 902 et la RD 87A, sont rétablis. La circulation est donc rétablie avec la vallée, et demain matin, une ouverture progressive du domaine skiable est prévue. Donc, encore une fois, l'événement météo qui a été des chutes de neige qui ont été conséquentes, et avec un redout, des fluctuations de température assez impressionnantes, avec des redouts soudains, et puis de la pluie, beaucoup de pluie qui venait alourdir le manteau neigeux. Donc, une situation assez dangereuse et un risque bien entendu d'avalanche qui est resté de 5 sur 5. J'imagine que les équipes de la station sont à pied d'œuvre pour régulariser un peu la situation. Il y a encore beaucoup de travail, j'imagine, pour rendre le domaine skiable accessible demain aux usagers. Oui, tout à fait. Demain matin, il y a un PIDA, les équipes municipales sont sur le pont dès 4h du matin, avec un PIDA ensuite sur le domaine skiable à partir de 6h45.
Oui, il y a encore beaucoup de travail. Je tiens à saluer d'ailleurs le travail de l'ensemble des équipes qui sont sur le pont pour certaines depuis près de 72 heures. Donc un gros travail. Mais bon, les accès, la sécurité des personnes présentes sur le territoire a été la priorité. Donc le maintien de la circulation. Malgré les fermetures de route, il fallait assurer que les services de sécurité puissent circuler sur l'ensemble de la station. Donc tout ça a été fait et donc de ce point de vue-là, on n'a pas eu de soucis. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour avoir répondu à nos questions et prendre un peu de temps dans, j'imagine, votre emploi du temps chargé en cette journée un peu spéciale. Merci à vous. Merci. Au revoir. On va prendre un peu plus de hauteur, si c'est encore le cas, et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Jorda, réalisateur, avec nous sur ce plateau. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Michel. Jean-Michel, tu es ici pour nous parler de ton dernier film, de ta dernière réalisation, Everest Green. Alors, on remet un peu les choses dans leur contexte. On revient en avril 2017, une idée d'expédition pour nettoyer les pentes de l'Everest. Déjà, elle t'est venue comment cette idée ? Alors, en fait, il faut revenir un tout petit peu avant qu'avril 2017, c'est avril 2016 à peu près, mars 2016. On me propose d'intégrer une expédition qui va nettoyer des camps, qui est supposé nettoyer des camps d'altitude. Et on me demande si ça m'intéresse de faire un documentaire là-dessus. Et c'est là que j'ai consacré presque 2 ans, du coup, à la réalisation de ce film. Alors, l'idée, c'était d'aller sur place, de ramasser toutes les ordures, parce qu'on le sait, les pentes du toit du monde sont vraiment chargées, il n'y a personne qui redescend rien, ou alors qui redescend jusqu'à Namche Bazar, l'aéroport, donc la première et dernière étape pour tous ceux qui veulent tenter l'Everest. Il y a vraiment un gros souci de propreté, de salubrité là-bas. Alors, je crois que les choses ont évolué. Il y a eu un vrai problème d'insalubrité, que ce soit au camp de base et jusqu'au col sud. Ça a vraiment existé. Aujourd'hui, on continue à avoir des images qui montrent quelque chose qui a eu lieu dans les années 80, 70, 80, peut-être même dans les années 60, donc qui sont des résidus d'expédition. Et ces résidus, aujourd'hui, on les retrouve, ils descendent avec l'icefall et on les retrouve au camp de base. Mais en fait, petit à petit, il s'est mis en place une sorte de gestion des déchets. Les expéditions, les grosses expéditions commerciales commencent à s'apercevoir que ça ne peut pas faire, c'est pas possible. Et donc, des systèmes se sont mis en place, que ce soit pour les toilettes, que ce soit pour redescendre beaucoup de choses. Reste que l'Everest est une montagne touristique, c'est un site touristique et comme tout site touristique, jusqu'au col sud, eh bien, il y a des déchets, c'est presque normal. Alors, toi, tu es allé carrément jusqu'au sommet. Non, jusqu'au col sud. Jusqu'au col sud, tu n'as pas fait le sommet? Ouais. Ouh, pardon. Non, non. Blasphème. Non, mais je ne veux pas te créer de problème. Voilà, il ne faut pas parce que c'est dans l'air du temps. Non. En même temps, je n'étais pas allé là-bas pour aller au sommet. Je suis allé là-bas vraiment pour aller au moins jusqu'au col sud et pour raconter l'histoire du film. Et pour ceci, tu as suivi 10 Sherpas. 10 Sherpas, comment tu les as castés? Ils étaient déjà en mode parti pour ce projet, pour cette expédition? Tu t'es juste joint à leur groupe ou... Je me suis joint à une expédition qui était organisée, qui a sous-traité en fait avec une agence népalaise. Et c'est cette agence népalaise qui a choisi ces 10 Sherpas, en fait, ces 10 guides Sherpas qui devaient nettoyer les camps d'altitude. Parce qu'en fait, l'idée, ce qui m'a séduit à 3 reprises déjà, on m'avait demandé d'aller nettoyer les camps d'altitude et d'aller faire un film sur un nettoyage des camps d'altitude. Des copains m'avaient demandé ça et j'ai toujours refusé parce que, voilà, alors c'est sexy d'aller sur l'Everest pour faire un film comme ça, mais ce qui m'a toujours dérangé, c'est que je connais très bien, en fait, ce qui se passe dans la vallée. Et la première fois que je suis arrivé à Katmandou, il y a presque 20 ans maintenant, j'avais été choqué par la pollution et les gens qui mouraient de cette pollution il y a 20 ans. Et en fait, depuis 20 ans, ça n'a cessé
de croître, cette pollution à Katmandou. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas aujourd'hui et encore plus. Et du coup, ça ne m'intéressait pas de faire le film d'une expédition ou des expéditions qui nettoyaient, qui allaient faire un petit peu de nettoyage, un peu là-bas en haut, un peu de brushing. Et puis qui allait laisser les choses Namche Bazar et dans le pire des cas à Katmandou. Parce qu'en fait, si c'est amener quelque chose de là-haut pour l'amener en bas, il y a des gens qui crèvent de cette pollution. Et ça m'embêtait. Donc j'ai toujours refusé. Et ce qui me paraissait intéressant dans la proposition qu'on m'a faite, c'est que là, il y avait une réelle volonté de tri, en tout cas de vouloir faire quelque chose. La suite, ça n'a pas pu se faire comme ça, pour plein de raisons, parce que les associations butent face à certains problèmes, peut-être qu'elles minimisent la question de cette pollution. Et le film, justement, de cette défaillance, en fait, j'en ai fait un film qui va au-delà, en fait, d'un simple nettoyage de l'Everest. On traite quelque chose de très pointu et qui va même, de beaucoup plus large. C'est un sujet presque politique, puisque finalement, ça concerne tous les lieux de tourisme. Et donc, je me suis attaché à faire un film, à montrer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, en donnant des pistes, parce que c'est mon rôle de documentariste, hein, mes pistes à moi. Alors, ça a été un projet, un beau projet qui est soutenu par beaucoup de monde. Pourtant, il a fallu, pour permettre de l'exécuter, de le mettre vraiment en route, une campagne de crowdfunding, et qui a très bien marché d'ailleurs. Oui, alors, bon, on sait comment se passe la production, hein, c'est toujours délicat. J'ai eu un petit peu de malchance. L'Everest, c'est la montagne la plus haute du monde et ça a été compliqué d'y aller là-bas en haut, mais dès le départ dans ce documentaire. J'ai une société de production qui au départ, me soutenait et qui a fermé. Du coup, je me suis retrouvé sans producteur et à 4 mois du départ. Du coup, il a fallu que je cherche une prod. Alors, un peu par chance pour moi, et j'espère pour les productions aussi, hein. Il y a 2 sociétés de production qui ont répondu présentes, de Lyon, et Bloc 8 et JPL. Et puis on est venu vous voir et vous avez permis que l'étincelle se fasse et ça c'est super important, il faut qu'il y ait une étincelle pour démarrer le projet. À 3 mois du lancement, on allait pouvoir faire quelque chose, mais il manquait quand même un peu d'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. On est d'accord. Donc il y a il y a pas mal de gens, j'ai plus le nombre en tête, qui ont fonctionné sur le KissKissBank, hein, c'est ça, et qui ont adhéré au projet. J'espère que le film ne les décevra pas, parce que c'est pas tout à fait l'histoire qu'on avait promis. Aujourd'hui, le film est sorti. Pas encore. En avant-première, voilà. Pardon. Non, c'est moi. J'avais pas fini ma phrase. Pardon. Sorti en avant-première et d'ores et déjà primé il y a quelques jours à peine avec le prix Montagne du Club de la Presse des Pays de Savoie. On y reviendra dans quelques minutes avec Cécile Bouget qui viendra sur ce plateau. Ouais. Comment c'est une première critique très très positive, du coup, ça doit te faire plaisir. Ouais, c'est toujours... c'est presque mon premier prix en fait, donc je suis un peu gêné. Ouais, je suis un peu gêné. Je sais pas. J'ai envie de dire merci forcément. Forcément, c'est parce qu'il a été tellement difficile à faire ce film que ça ait pu séduire le Club de la Presse. C'est ouf. On va pouvoir le voir où? À partir de quand? Alors, on va pouvoir le voir sur la 8 Mont-Blanc à partir de fin avril, hein, je crois, c'est ça. Alors peut-être pas numéro 1 parce qu'avant il y a une autre, l'étincelle que vous avez créée, ça a permis une autre chaîne de venir. C'est Ushuaïa qui sera le premier à le passer au mois de février en exclusivité, je crois pendant 1 mois ou quelque chose comme ça. Et à la suite de quoi? Ce sera 8 Mont-Blanc. Et après c'est la 8 Mont-Blanc et puis après on va organiser une tournée, on va essayer des festivals, bien sûr, et puis une tournée dans des salles de cinéma comme le Cinéma Pathé avec Johan Comte. On a fait une soirée privée avec tous les partenaires, et ça c'est juste un superbe cadeau de pouvoir passer un film comme ça dans une grande salle de cinéma. Merci.
c'est du bonheur. Tout simplement. Merci à toi Jean-Michel d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous fournir ces superbes images qui, j'en suis sûr, feront rêver beaucoup de gens. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et puis on se retrouve d'ici quelques mois justement pour Everest Green, à ne pas manquer, sur 8 Mont Blanc. Merci. Puis je vais accueillir Fanette sur ce plateau. Je te laisse repartir en régie. Bonsoir. Bonsoir. Notre belle Fanette. Ça va Manu? Toujours un peu dans le speed, journée pump and up comme on dit, mais c'est ça qui est bon. Et avec toi, on va continuer sur les initiatives solidaires parce que tu nous as livré cette semaine une série qui te tenait à cœur, j'imagine, sur des initiatives solidaires justement dans les parages, dans nos départements. Voilà, parce que déjà elles sont nombreuses. Qu'en ce début d'année, c'est bien de montrer qu'il y a des choses qui sont faites dans le partage, la solidarité, les gens qui s'entraident, voilà. Donc du coup, j'ai pris plaisir à faire ça. Alors, mardi soir, on a pu voir le premier volet. C'était du côté de la cantine solidaire qui organise des... La cantine savoyarde. Savoyarde, pardon. Un jour, je vais y arriver. Qui organise des petits déjeuners. Nous en un petit peu... C'est ça. Alors, en fait, la cantine savoyarde, c'est une véritable institution à Chambéry. Elle a plus de 30 ans. Elle a même été créée avant les Restos du Cœur, 2 ans avant. Et elle a un principe qui reste unique en France. Et c'était déjà le cas il y a 30 ans. Donc, c'était des vrais précurseurs. C'est qu'ils allient un restaurant humanitaire, donc pour les démunis, et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ils vont récupérer dans les supermarchés, à l'hôpital, ce genre de choses, la nourriture ou non vendue ou non consommée. Donc du coup, en alliant les deux, ça fonctionne très bien. Ils faisaient déjà les déjeuners et les dîners, 7 jours sur 7, toute l'année, ils ne s'arrêtent jamais. Et là, depuis début novembre, ils font aussi les petits déjeuners. Il y a une centaine de personnes chaque matin qui passent la porte, dont des enfants, juste avant d'aller à l'école. Donc plutôt chouette. Un deuxième reportage qu'on a pu voir hier soir, c'est Rider for the Refugees. Voilà, alors là, j'ai fait seulement le montage. On a récupéré des images en fait de ce collectif qui s'est créé. On en avait un peu parlé au moment du High Five Festival, parce qu'ils s'étaient mobilisés pendant cet événement-là. Donc en fait, ce sont des jeunes riders qui ont décidé de lancer ce collectif pour récupérer des vêtements chauds d'hiver qu'on utilise normalement pour aller au ski, etc. Pour les réfugiés, c'est la 2e année qu'il y a cette collecte en Rhône-Alpes et ça marche plutôt bien. Ensuite, ils ont amené tout ça à Briançon et à Vintimille où il y a une très forte demande. Ils en ont aussi laissé à Annecy finalement puisqu'il y a pas mal de migrants qui sont arrivés cet automne et cet hiver. Donc du coup, voilà, ce qui est assez sympa avec ce collectif, c'est que ce sont des jeunes. Et voilà, c'est possible, des jeunes qui se mobilisent pour les autres. Voilà. On dit beaucoup de choses sur la jeunesse française. Voilà, ce sont des jeunes qui donnent le sourire. Une très belle action. Voilà. Et puis ce soir, on va pouvoir découvrir La Maraude. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait un extrait, non? Ah ben, si tu veux, on a encore un peu de temps pour... Allez, c'est parti, un petit extrait de Riders for the Refugees, ton reportage qui est passé hier soir. Voilà, déjà les bras bien chargés. Merci beaucoup à tous ceux qui ont donné. Des sacs et des cartons de vêtements comme ceux-ci, il y en a eu des centaines collectés à Annecy, Chambéry, Grenoble et Besançon. Tout au long du mois d'octobre, 20 mètres cubes de vêtements chauds ont ainsi été rassemblés en Rhône-Alpes. Pour sa 2e année d'action, le collectif Riders for Refugees s'est renforcé pour répondre à la demande de plus en plus grande. Après la collecte, le tri, la distribution. Tout ça, c'est les dons pour des riders migration. Un quart des vêtements est finalement distribué à Annecy où des centaines de migrants arrivent début novembre. Puis, la petite équipe prend la route pour l'Italie. Étape est faite à Briançon où l'association Le Refuge accompagne chaque jour une vingtaine de réfugiés après leur traversée des Alpes. Nous, ça nous permet d'accueillir des gens qui viennent de passer la montagne. En ce moment, ils sont dans un état physique quand même inquiétant. On a très peur, donc ça permet de les mettre au chaud. De les rhabiller, de leur permettre de prendre une douche, de se nourrir. On les garde 2-3 jours, le temps qu'ils trouvent une solution pour continuer la route un peu plus loin. Donc ces vêtements, voilà à quoi ça va servir. Voilà à quoi ça va servir. Une belle opération et dont on va reparler de ces gens-là. Voilà, alors on est en train de préparer ça. Enfin, c'est Olivia Boisson, précisément la rédaction. Elle est en train de voir pour faire un reportage long format à Briançon, où il y a des accompagnateurs, des guides qui sont mobilisés aussi pour accompagner et aider les réfugiés qui traversent les Alpes, les cols en plein hiver. Le fameux col de l'Échelle. Voilà, donc on aura certainement l'occasion d'en reparler dans les jours ou semaines à venir. J'ai hâte de voir ça. Et puis, petit rewind, on revient donc
à l'épisode de ce soir avec une maraude que tu suis régulièrement. Oui, j'avais déjà fait un petit reportage il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait 12 ans que l'Ordre de Malte en Haute-Savoie organise des maraudes à Annemasse, à Annecy. Donc là, j'ai suivi hier soir celle d'Annecy. Donc ils sont 3, une équipe de 3 dans un camion, un ancien camion de pompiers. Ils sillonnent les rues, alors ils s'arrêtent à certains points fixes où comme ça les gens savent qu'ils sont là à telle heure tous les soirs. Alors il y a de la soupe, il y a quelques petites choses à manger parce qu'il y a des boulangeries qui donnent les invendus, etc. Et puis ils se connaissent bien, les bénévoles les appellent par leur prénom, enfin voilà, c'est... Pareil, c'est une solidarité du quotidien assez simple finalement, mais qui marche vraiment bien et qui fait du bien, je pense, aux gens qui sont dans la rue et ça maintient aussi le lien social. Alors ce reportage sera diffusé d'ici quelques minutes en intégralité dans le cadre de notre journal télévisé, mais vous êtes chanceux, on vous offre un petit extrait en avant-première, c'est tout de suite. Une soupe chaude, une paire de chaussettes, quelques mots bienveillants et des visages connus. Tout l'hiver, une quarantaine de bénévoles de l'Ordre de Malte se relaient auprès des 100 domiciles fixes d'Annecy. Chaque soir, jusqu'à la fin du mois de mars, le camion est en point de ralliement attendu. Célestin, chef d'équipe et bénévole depuis 11 ans, prend des nouvelles. Tu peux y arriver, hein. T'essayes d'arrêter tout doucement. Il faut arrêter, il faut faire avec quelqu'un, il ne faut pas faire tout seul. Avant, je buvais grave. Courage, bonne journée. Ouais. C'est le contact avec nos gens de la rue, quoi. C'est tout ça, quoi. C'est agréable de voir, vous voyez bien ce soir comme ils sont, hein. Avec nous, ils sont... Bonsoir Florent. Ils nous connaissent, on les connaît depuis le mois de novembre jusqu'à la fin mars, c'est toujours à peu près les mêmes. On commence à connaître leurs habitudes, quoi. Ouais, il y a un esprit, un vrai esprit communautaire qui s'établit entre les sans-abri, les démunis et les gens de l'Ordre de Malte justement qui font ça. Oui, puis ça se fait de manière vraiment très simple, ils rigolent, enfin voilà, c'est pas alors elle est difficile votre vie, enfin c'est vraiment très simple et très bienveillant et avec le sourire mais en toute simplicité, donc voilà, ce sont des choses en ce début d'année qui font vraiment du bien et on voit qu'il y a des femmes et des hommes qui ont vraiment beaucoup de mérite. Et je suis sûr que ton sourire hier soir les a aidés aussi, tu les as réchauffés. Merci beaucoup Fanette. À tout à l'heure Manu. À tout à l'heure. Puis j'ai le plaisir d'avoir avec moi Cécile Bouget de Francesco, du Club de la Presse des Pays de Savoie. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Oh super, super. Comme chaque mois, on se fait un petit tour, petite revue de presse, des articles qui t'ont un peu touché, ouais, qui t'ont un peu interpellé chez nos confrères à droite et à gauche. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau ce soir? Alors ce soir, j'ai choisi 2 sujets. Le premier paru dans l'Essor Savoyard, édition Savoie du jour, sur des transports de demain. En fait, c'est un article de Jérôme Bois qui revient sur la visite qu'a fait Laurent Wauquiez au mois de décembre à Chambéry, sur la partie Chambéry-Aix-les-Bains, suite à un appel d'offres qui avait été lancé par l'Union européenne. Et donc, leur projet a été a priori retenu. Et donc, ça tourne autour des transports. Et donc, à partir dans les mois qui viennent, je suppose, un certain nombre de projets vont être mis en route, dont des vélos à hydrogène. Donc, ils ne seront pas testés par le grand public parce que ça coûte très très cher un vélo à hydrogène. Mais voilà, l'initiative est là. On passera peut-être à des voitures à hydrogène. Et puis, il y a après tout un dispositif autour de l'électricité. Il y a déjà des choses en place, donc ils vont les développer. Et puis, autour du gaz, avec pareil, des choses qui existent déjà. Et puis, d'autres initiatives, d'autres projets qui vont se développer un petit peu. Et puis, dernière chose, avec du solaire, une chaussée solaire. Alors ça, c'est assez intriguant. Ouais, c'est ce que je voilà, voilà. C'est une première. Donc c'est un projet qui a été validé par la municipalité d'Aix-les-Bains et qui va peut-être être mis en route. L'idée, c'est quoi? C'est de capter évidemment de l'énergie pour alimenter les feux tricolores, les panneaux de signalisation, l'éclairage et peut-être même des recharges pour des véhicules. Donc ça pourrait se mettre en place à Aix-les-Bains. C'est vraiment une première mondiale, j'ai jamais entendu parler. Alors moi, j'ai jamais entendu parler, mais bon, je n'ai pas la science infuse, donc peut-être que ça se passe aussi ailleurs, mais en tout cas, voilà. Donc autour de ces transports avec une énergie un peu plus propre que celle qu'on a l'habitude de... C'est à quel horizon tout ça? Je ne sais pas trop, parce que c'est vraiment... l'appel à projet s'appelle Blending Call 2017, donc c'est vraiment tout frais.
Et donc, Laurent Wauquiez était là pour expliquer un petit peu tout ça. Et ben, de toute façon, on va suivre ça dans donc, les prochains mois. l'Essor en a fait sa une, et puis ça a été repris aussi dans un très très long papier dans l'Hebdo des Savoies qui est sorti aujourd'hui. Eh ben, si vous voulez lire ça, direction l'Hebdo des Savoies et nos confrères de l'Essor. Et puis, on passe au Dauphiné. Et oui, actualité oblige, le marché de Noël qui s'arrête ce dimanche. Et donc, comme vous le voyez, bilan mitigé. Alors, évidemment, la météo, c'est encore la faute... Elle a bon dos, cette météo. Voilà, là, pour le coup, elle prend cher, la pauvre. Donc, Muriel Rottier, qui est donc la journaliste qui a rédigé cet article, a fait le tour des commerçants sur les deux sites, puisqu'à Annecy, il y a en face de la mairie et en face de Courrier. Et donc, interroger un petit peu les commerçants. Et effectivement, ils n'ont pas une super bonne humeur, on va dire comme ça. Donc, ils disent que baisse de fréquentation et surtout, quand ils font les comptes, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, météo, ils disent aussi que vacances trop tardives, pardon. Et puis, après, d'autres explications. Donc, du coup, résultat, certains se demandent s'ils vont revenir l'an prochain. Il y en a qui ont déjà plié les bagages, alors ils ont été remplacés, mais il y en a qui sont déjà partis. Et puis, il se pose logiquement certaines questions par rapport à ce marché. Est-ce qu'il faut vraiment deux marchés, deux sites différents pour une ville comme Annecy? Est-ce que la qualité est toujours au rendez-vous sur les stands, etc., etc. Est-ce que le vin chaud est toujours aussi bon? Alors ça je commence vous le demande, puisque je n'en bois pas. Donc je vous laisse nous répondre. Promis, je vous fais une enquête l'année prochaine. C'est parti. La seule bonne nouvelle de tout ça, s'il en est, c'est qu'apparemment, les marchés de Noël ont tous connu plus ou moins ça en France cette année. Donc, ce n'est pas que à Annecy que ça se passe. Et puis, par contre, un truc qui a plutôt bien marché, même si la fréquentation n'était pas aussi belle que l'an passé, c'est le village des Alpes, avec la montagnette, et donc les commerçants présents sur le village des Alpes, eux disent que c'est plutôt bien, et apparemment, le concept fonctionne très bien. Tu nous as aussi également trouvé une petite info insolite. Info insolite, mais alors depuis que je vous ai, j'ai envoyé mes petits sujets, j'ai vu plein d'alertes Google. Apparemment, ça défraie la chronique. Voilà, alors ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Airbnb, donc là on va en parler. Et sous un jour effectivement assez insolite, parce qu'un charmant propriétaire avait rien trouvé de plus intelligent que de mettre des caméras dans l'appartement qu'il louait, une dans la salle de bain. Et une dans la chambre en face du lit. Petit cachotier. Sauf que les 7 clients, entre guillemets, qui étaient là, s'en sont rendus compte. Donc évidemment, ont sollicité la police pour régler cette petite affaire. Donc notre ami propriétaire est bon pour, je pense, une bonne amende. Remboursement des loyers éventuellement. Et surtout dommages et intérêts qui, d'après la brève que j'ai trouvée dans le Dauphiné libéré, ça pourrait se chiffrer à plusieurs milliers d'euros par personne. Ils sont 7. Voilà. Et puis, alors je ne pense pas que ça ira jusque-là, mais il faut quand même savoir que ce genre de plaisanterie peut lui coûter 1 an de prison. C'est la peine maximum, puisque si mineur il y a, phénomène aggravant. Forcément. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Un petit mot, parce que la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 semaines. Ouais, c'était il y a 2 semaines. Le temps passe vite, tu sais, c'est terrible. Ça passe tellement vite. Oh là là. Ouais. Il y avait justement le prix Montagne du Club de la Presse. Ouais, Club de la Presse, où nous avons récompensé un certain nombre de lauréats. Ce qu'on appelle ça le prix Montagne, mais en fait, il y a 3 lauréats, voire 4. C'est ce qui s'est passé cette année. Une consoeur qui a été récompensée pour un article paru dans le National Geographic sur des bergères dans les Pyrénées. Ensuite, on a eu, et on l'a vu tout à l'heure, Jean-Michel Jorda qui a été récompensé pour très beau film. Son documentaire Evan Green. Et puis, on a eu 2 coups de cœur. Philippe Bohème pour un article qui est sorti dans Alpes Magazine. Et puis, un deuxième coup de cœur, je crois que vous connaissez bien ce monsieur, il s'appelle Jean-Paul Crespi. Un certain Jean-Paul Crespi, spécial dédicace. Voilà. Jean-Paul, on est fiers de toi. Donc 4 lauréats. Et puis notre partenaire France Montagne nous a fait la joie de récompenser François Carrel, qui est pigiste à Libération. Comme quoi, la presse de montagne, elle est loin de s'essouffler aujourd'hui. Elle est loin de s'essouffler. C'est compliqué, mais il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de sujets à traiter, et il y a encore quand même des rédactions qui mettent l'accent là-dessus. Dernière petite question, c'est vrai que ce prix Montagne, il est fait pour durer encore des années. C'est reparti un nouveau souffle? Eh bien, oui, je croise les doigts. La commission qui s'est occupée de l'édition 2017 a beaucoup travaillé, a aménagé ses efforts, et donc j'appelle de tous mes vœux à ce qu'il recommence pour l'année prochaine. Eh bien, on ne peut vous souhaiter que ça. Merci. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, cette émission touche déjà à son terme. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Et d'ici là, à bientôt sur 8 Mont Blanc.